Bienvenue pour ce DeFi Actu du 30 avril 2025. Ouais, toujours tricher évidemment comme on est sur Twitch. J'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui. Et on commence par les résultats de la course du sperme. Ouais, la course du sperme, j'en avais parlé, j'avais fait une petite vidéo sur le sujet. Je me souviens plus ce que c'était le nom des deux candidats. En tout cas, il n'y a pas eu de suspense. Il y a un des deux concurrents qui a éclaté l'autre concurrent et du coup on voit ce que ça donne la course au microscope pardon. Voilà. On a des petits spermatozoïdes qui font un parcours et clairement je sais pas qui c'est lui, c'est le Usain Bolt des spermatozoïdes, mais voilà, il y a eu Jimmy a eu énormément d'avance sur son concurrent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, il faut bien se divertir en ce moment. Allez, passons aux choses sérieuses tant qu'on parle de grosses boules. On a Stratégie qui a procédé à l'acquisition de 15 355 bitcoins la semaine dernière. C'est un classique, on est habitué, mais voilà, un Stratégie qui continue de faire du stratégie. Il y a un moment, ils avaient, je sais pas, ils avaient perdu les codes de leur carte, je sais pas trop, ils avaient injecté que 50 millions de dollars. Bon, là, ils ont réinjecté 1,42 milliard de dollars. On voit qu'ils ont retrouvé les codes, ils ont ils ont retrouvé comment on faisait, je crois, ou ils se sont pas trompés sur, ils ont pas mis de virgule cette fois-ci, ils ont acheté le bon nombre de bitcoins, je sais pas trop, mais c'était marrant. Il y a pas si longtemps, ils avaient acheté que 50 millions de dollars de bitcoin. Non mais ça va pas du tout là. Pareil, du côté des ETF, sur la dernière semaine, il y a eu 3 milliards de dollars d'achats sur les ETF Bitcoin, et en plus de ça, le 28 avril, il y a eu quasiment 1 milliard d'entrées sur l'ETF de BlackRock et quelques sorties sur les autres ETF. Au global, il y a eu plus d'entrées que de sorties, mais voilà, ça continue aussi du côté des ETF d'entrée. J'ai pas été voir pour Ethereum, mais à mon avis, c'est comme ces derniers jours, j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, le mois d'avril est vraiment pas terrible hein, pour les ETF sur Ethereum, ça bouge pas trop. Peut-être que ça va revenir, mais en tout cas, pour l'instant, du côté du Bitcoin, ça y va plutôt fort. Tant qu'on parle de Bitcoin aussi, on a le FMI qui déclare que le Salvador respecte toujours son engagement de mettre fin à l'accumulation de Bitcoin dans le secteur public, un objectif que l'institution juge comme étant essentiel. Bon, voilà, hein, pas grand chose de plus à dire, le Salvador qui continue de respecter son engagement, mais ça n'empêche pas le Salvador de continuer son DCA pour, je sais plus exactement, c'est pour les réserves du pays si je dis pas de bêtises. On a les fondateurs de Banquera, inconnus au bataillon pour ma part, qui ont dépensé les fonds de leur ICO dans des villas sur la Côte d'Azur et en Lituanie. Voilà, j'ai juste mis cette actualité parce que je trouvais ça assez rocambolesque. Donc les fondateurs du projet crypto lituanien Banquera, aujourd'hui en faillite, pas de chance, ont utilisé les fonds de son ICO pour acheter des biens immobiliers de luxe. Bah, du coup, ça veut dire que techniquement, si la justice se mêle, ils vont pouvoir récupérer des thunes, parce que bah c'est peut-être pas l'investissement le plus liquide, mais au moins il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose qu'un État ou que je ne sais quelle autorité peut saisir pour potentiellement rembourser les gens lésés de cette entreprise qui, mince, a fait faillite après l'ICO, c'est trop bête, c'est vraiment pas de chance. Les fondateurs de Banquera, dont je vais pas citer les noms parce que je suis pas lituanien, donc on va éviter. Ils ont levé auprès de plus de 100 000 investisseurs. Ah oui, ça date de 2017, ok, c'est pour ça que ça me parle pas du tout. Promettant de créer une banque pour l'ère de la blockchain. 2017, je l'ai pas vécu, mais j'ai eu les échos de c'était l'époque où suffisait de mettre le mot blockchain et hop, on levait un max de thunes, c'était super. Les fondateurs semblent avoir injecté des millions dans un vaste portefeuille immobilier via un réseau d'entreprises et une banque privée des îles du Pacifique. Ah, grand classique. On voit que c'est des professionnels quand même. Hein. Les propriétés qui auraient été achetées comprennent une villa de 1,1 million d'euros à Aise, en France a priori. Je sais pas où c'est, je suis nul. Ils l'ont dit au début, non? Côte d'Azur. Ok, je suis pas très familier avec ce coin-là de la France. Plusieurs propriétés à Vilnius. Bon, ça, il me semble que c'est la capitale de la Lituanie, non? Non? Peut-être que je dis une connerie, on s'en fout. Je suis trop con, c'est écrit en Lituanie juste après. Bref, il n'y a pas un H d'ailleurs à Lituanie. Et un complexe hôtelier en bord de mer à Vanuatu. Fun fact, ils parlent en français à Vanuatu, et je sais un autre truc sur ce pays, c'est qu'il n'y a pas d'emballage en plastique. Du coup, quand on va au marché et tout, ils emballent les trucs dans des feuilles de bananier et compagnie. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Un autre scammer, fondateur, pas très éthique, mais qui pour le coup là, ça a mal tourné pour lui, c'est évidemment le fondateur de Celsius.
Le ministère de la Justice américaine demande une peine de 20 ans de prison contre Alex Mashinsky. Il est accusé d'avoir orchestré une fraude qui a entraîné près de 7 milliards de dollars de pertes à ses clients. Et fun fact, au moment du crash de Celsius, c'est là qu'il y a eu le point bas sur Ethereum pendant le bear market de 2022. Mashinsky a plaidé coupable après avoir délibérément induit les clients en erreur sur la sécurité de leur dépôt tout en manipulant le token Cell à des fins personnelles. C'est vrai, il y avait cette fameuse flywheel autour du token de Celsius. Les crimes de Mashinsky n'étaient pas le fruit de la négligence, de la naïveté ou de la malchance. Ils résultaient de décisions délibérées et calculées de mentir, de tromper et de voler pour s'enrichir. C'est pas bien tout ça. La condamnation est prévue pour le 8 mai, les procureurs soulignant la nécessité d'une peine importante pour dissuader des comportements similaires dans le secteur de la crypto. Mine de rien, aux États-Unis, la justice a été plutôt vénère, même comment il s'appelle, SBF. SBF aussi a pris pas mal d'années au placard. En espérant qu'ils sortent pas d'ailleurs. On enchaîne, du coup c'est le bon parallèle pour enchaîner avec les mauvaises nouvelles du jour. Et cette mauvaise nouvelle, c'est presque une bonne nouvelle pour ceux qui ont du Monero, parce que il y a quelques jours, il y a eu un transfert suspicieux, quelqu'un qui s'est potentiellement fait dérober ses 3520 bitcoins. Je crois qu'il y a eu un petit peu plus de contexte sur ça, c'est bien quelqu'un qui s'est fait dérober ses bitcoins, et c'est des BTC que la personne a accumulé en 2010-2011 il me semble, et ça avait pas bougé depuis 8 ans. Donc voilà, il y a eu un vol de ce côté-là, les fonds ont été blanchis et ont été swappés en token Monero, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont du Monero, parce que après ce vol, eh ben le token XMR a fait plus 50%. J'ai pas été voir son cours, je sais pas s'il est redescendu depuis, mais c'est quand même assez fou que des vols comme ça de centaines de millions de dollars, ça puisse avoir un impact positif sur un token. Il y a que Monero à qui ça peut arriver. D'ailleurs, petite parenthèse à part, spéculation, mais quand j'étais tombé sur la news, j'ai été voir le cours du token Monero, et c'est pas si dégueu, je trouve. En tout cas, sur un an, c'est pas si dégueu, comparé à Ethereum, par exemple. On a aussi eu un hack du côté de Loopscale, ça me parle pas plus que ça, honnêtement, mais vu que ça parle de PT token, donc je suppose de principal token, un petit peu comme on a sur Pendle, je me demande si c'est pas un fork de Pendle sur la blockchain Solana. En tout cas, ça m'a bien l'air d'être ça, vu le mécanisme, enfin vu le nom du token, vu la cause du problème sur Loopscale. 5,7 millions d'USDC et 1200 Solana de dérobés, c'est quand même pas mal. Un dernier point pour ces mauvaises nouvelles, c'est autour du phishing. Je suis tombé sur cette infographie de la part de Certic, et je me souviens plus ce qui s'est passé en 2024 pour qu'il y ait autant de vols au niveau du phishing. Deuxième trimestre, il y a eu 433 millions de dollars de pertes dans le phishing. Troisième trimestre, 340 millions. Quatrième trimestre, 219 millions. Je me souviens que de temps en temps, on voyait des adresses qui se faisaient dérober quelques millions de dollars parce que ils cliquaient sur un mauvais lien. C'est comme ça que ça se passe pour le phishing. Et fun fact, à un moment, il y avait une baleine de Solv BTC. J'ai pas mal parlé du protocole Solv en 2024, donc c'était assez ironique de voir une baleine de Solv se faire avoir par du phishing, mais des fois je me demande si c'est pas du blanchiment ou quoi que ce soit, parce que les sommes sont quand même folles. Quand je vois l'infographie, c'est complètement fou, les incidents majeurs, ce qu'ils représentent par rapport à début 2025. Le premier trimestre 2025 est terminé, et il y a eu seulement 15 millions de dollars de pertes. Alors c'est les gros cas de phishing, hein. Il y a eu 80 gros cas recensés par Certic. Je sais pas, il y a quelque chose de curieux autour de cette infographie, à prendre avec des pincettes. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds, et on commence par Kemp, une blockchain de Layer 1 sur la narrative de la propriété intellectuelle a priori. Ils ont levé 25 millions de dollars avec une préévaluation à 400 millions. Je me suis pas renseigné sur la blockchain, mais ça m'étonnerait pas plutôt qu'il y ait quelque chose à farmer de ce côté-là. Ensuite, on a WineFi, une plateforme d'investissement sur du vin qui a levé 2 millions de dollars. Pourquoi pas. Yoake Entertainment, une plateforme de culture japonaise, pop, web3, incroyable, ils ont levé 1,25 million de dollars. Je l'ai juste pris parce que je trouvais ça marrant pour le coup. Ika, on sait pas combien ils ont reçu de sous, mais ils ont reçu des sous de la part de Sui Foundation, et je sais que Ika, ils ont un LST sur le token Sui. On peut faire du liquid staking. Donc,
Vu comment c'est vendu sur Crypto Fundraising, ça a pas l'air d'être le seul truc qu'ils font, mais il y a potentiellement moyen de farmer de ce côté-là. Et j'avais oublié cette levée de fonds dans le dernier DeFi Actu, quelqu'un me l'avait relevé d'ailleurs dans les commentaires. On a Symbiotic qui a levé aussi 29 millions de dollars. À la table, on a notamment Coinbase Ventures et Pantera Capital. Donc pas mal quand même, des grosses têtes sur la levée de Symbiotic. Et c'est pas la première levée de fonds qu'ils font évidemment. Symbiotic, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en gros c'est les concurrents des Gunlayer. C'est la même chose. Comme d'habitude, après les levées de fonds et compagnie, on enchaîne avec la Minute DeFi. Ça dure jamais une minute, mais c'est pas grave, au moins on parle de DeFi, hein, c'est 50% du thème est respecté. On commence par Liffy, aka Jumper, qui supporte maintenant le standard OFT directement sur son agrégateur. Alors, c'est pas 100% des tokens qui utilisent ce standard, j'ai essayé tout à l'heure avec le Frax USD par exemple, et ça marche pas, mais pour d'autres tokens, hein, notamment l'Ether staké chez Etherfi, l'USDE d'Ethena, le token de Layer 0 et compagnie, ça marche plutôt bien, a priori. Donc voilà, toujours dans l'idée de pouvoir bridger le mieux possible, le plus rapidement possible, c'est cool. Tant qu'on parle aussi de vitesse, sur l'écosystème de Solana, on a Jupiter qui nous introduit, j'aime bien le terme en anglais, introducing Ultra V2, la nouvelle version de leur agrégateur. Bon, il y a toujours les délires de c'est plus rapide, c'est mieux, blablabla, on a notre truc pour vous défendre contre les scams, machin truc, vous êtes protégé des MEV. Très bien, moi ce qui m'intéresse le plus sur cette V2 c'est ça, on peut payer les frais de transaction a priori avec n'importe quel token, et ça je trouve que c'est plutôt cool. Bon par contre ils l'ont vendu au début, ça on croirait une célèbre influenceuse francophone, 6 développeurs, 50 000 heures... Jupiter c'est 8 ans, 8 ans de processus, hein, a priori, et 50 000 heures de développement, hein, calmez-vous quand même, c'est juste des chiffres pour faire joli, mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas testé Ultra V2, mais les promesses sont sympathiques, ce que ça apporte c'est cool, ça va dans le sens de ce qu'on a besoin, hein. Le fait de pas être obligé d'avoir un token en particulier pour payer les frais de transaction, moi je trouve que c'est une bonne chose, être protégé contre les MEV, avoir un outil aussi qui évite de faire des erreurs bêtes, genre swapper vers le mauvais token, ce genre de choses, enfin voilà, tout plein d'outils qui sont très utiles, et c'est cool de voir tout ça implémenté sur cette nouvelle version de Jupiter. Faudrait que je l'essaye quand j'aurai l'occasion d'utiliser Solana. C'est vrai que j'utilise de temps en temps Solana, mais c'est pas un écosystème sur lequel je suis très actif. On a des incentives du côté de l'EuroC, le stablecoin de Circle, hein, le stablecoin euro, sur la blockchain Solana. J'ai vu le post de Caminoland, mais je suppose qu'il y a probablement aussi d'autres protocoles sur Solana qui ont implémenté le stablecoin euro de Circle et sur lesquels il y a potentiellement des récompenses à venir chercher. J'ai pas été voir en détail si c'était intéressant. Peut-être dans un quadbo sur la DeFi, ça tombe bien pour ceux qui sont sur Twitch, on va peut-être jeter un œil sur Camino, faites-y moi penser si je l'oublie. On a Ledger qui introduit, j'aime bien le mot introduire, les yields sur des stablecoins dans leur application Ledger Live. J'ai pas été voir ça pour le coup parce que bon, j'ai jamais été trop fan de l'application de Ledger, à part quand c'est obligatoire, hein. Pour ceux qui utilisent un Ledger, vous le savez, on a besoin de micro-applications pour utiliser une blockchain, donc à part quand j'ai besoin de mettre à jour mon portefeuille, une des micro-applications, ou quand j'ai besoin d'en installer, d'en supprimer une, j'utilise jamais Ledger Live en dehors de ça. Donc c'est cool pour ceux qui l'utilisent, ça permet d'aller s'exposer à des protocoles de DeFi, et a priori ça utilise Clean Finance, qui va automatiser un petit peu des stratégies. Donc c'est sûrement sympa, j'ai pas été voir ce que ça donnait, là ça nous parle de jusqu'à 10% APY, ce qui est c'est pas si mauvais sur la DeFi honnêtement comme rendement, à voir comment ils vont le chercher, à voir ce que c'est ce up to, à voir ce que c'est ce jusqu'à 9,9, ça veut dire que quoi, en moyenne on peut s'attendre à combien ? 3, 5%, je sais pas trop. Du côté de Jumper aussi une petite news, j'aurais dû le mettre avant comme on avait une autre news sur Liffy, c'est pas grave. Jumper intègre Superposition, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà listés sur Jumper, mais bon, a priori non. Donc Superposition c'est un layer 3 si je dis pas de bêtises, c'est par-dessus Arbitrum. La seule fois où j'ai utilisé cette blockchain c'était par rapport à quelques quêtes sur layer 3.
Donc je sais pas trop s'il y a des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème. Level USD, j'en ai parlé il y a pas si longtemps de ce protocole, de ce stablecoin même sur la chaîne principale, sur AZK Crypto tout court. J'ai fait une sorte de revue en fait du protocole et ils ont changé un truc au niveau de leur collatéral, ils ont alloué une partie de leurs USDC, de base il y avait tous leurs USDC en collatéral sur Symbiotic et AAV et là ils ont alloué une petite partie ou une bonne partie, je sais pas, j'ai pas été vérifié en détail mais bon je pense qu'ils ont pas mis la majorité de leurs USDC mais voilà, ils ont alloué des liquidités à un autre protocole pour essayer de se diversifier un petit peu, ce qui est une bonne chose, et ils sont diversifiés sur les vaults de Morpho. Tant qu'on parle de Morpho, voilà, on a Level USD du coup qui rajoute Morpho comme protocole pour aller farmer du rendement sur son stablecoin. Et bien Morpho, j'étais complètement passé à côté de ça, ou peut-être que j'en avais parlé, que je m'en souviens plus, mais ça me dit rien du tout. Il y a une sorte de version light de Morpho sur plusieurs écosystèmes. Alors, il l'avait partagé le 29 janvier 2025. Morpho, les contrats de Morpho sont déployés maintenant sur Polygon, Worldchain, Inc, Arbitrum, Scroll, Fractal et OP Mainnet, et il nous parle même de plusieurs d'autres déploiements bientôt. J'ai pas l'impression que ce soit trop dans les tuyaux ça, et j'ai été tout à l'heure, je me baladais un petit peu sur la DeFi et je me suis rendu compte qu'il y avait une version light de Morpho et que c'était disponible sur Polygon et sur Optimism justement. Bon, sur Optimism il y a que dalle, mais étonnamment il y a des choses du côté de Polygon, donc ça m'a étonné de voir un protocole comme ça revivre, enfin faire revivre plutôt la DeFi sur Polygon, et il s'agit de Morpho du coup. On a Frax, là on change complètement de sujet, ça y est, c'est aujourd'hui, ils renomment enfin leur token FXS, leur token de gouvernance en Frax. Alors oui, normalement c'est le nom de leur stablecoin, mais depuis peu ils ont renommé leur stablecoin, ils ont même fait des nouvelles versions de leur stablecoin sur la plupart des blockchains, c'est un gros bordel en fait ce qui se passe autour de Frax Finance. Maintenant le Frax, c'est plus le nom du stablecoin, c'est FRXUSD, et le problème c'est que sur certaines blockchains, tout à l'heure je regardais je sais plus quoi sur Avalanche, et sur Avalanche par exemple, et on a encore le Frax, le stablecoin du coup, l'ancienne version du stablecoin et le FRXUSD. Donc maintenant il y a deux versions du stablecoin de Frax sur certains écosystèmes, sur Arbitrum c'est le cas, hein, sur Optimism, je crois que même sur Ethereum c'est le cas, sur plein de blockchains c'est comme ça, et le problème c'est que toutes les liquidités, elles sont encore sur l'ancien stablecoin qui s'appelle Frax. Du coup, il va y avoir... heureusement, c'est pas un stablecoin qui est si utilisé, qui est si liquide, mais pour le peu de gens qui l'utilisent, ça va être un bordel. Enfin, il y a leur token de gouvernance qui s'appelle Frax maintenant, qui a le même nom que leur stablecoin d'avant. Enfin... Bref, c'est un bordel, ce Frax Finance. Au niveau de la nomenclature, au niveau des noms, ils ont toujours eu un problème, et ils arrivent à me surprendre en fait, ils arrivent à faire de pire en pire Frax Finance, et je trouve ça juste trop fort. Ils sont juste trop forts pour s'embrouiller soi-même. Voilà, ils s'embrouillent eux-mêmes. C'est complètement fou, Frax Finance. Tiens, ça aurait pu être limite un mème du jour ça. On a Typus Finance, protocole de Perpetual entre autres sur Sui, qui a listé le token Aptos. Aptos et Sui, hein, c'est toujours la guéguerre un petit peu entre les deux, et du coup Typus Finance ont partagé le truc en disant que voilà, maintenant que le token Sui il va en mode parabolique, et vous cherchez peut-être un bon endroit pour shorter Aptos, et voilà, shorter Aptos chez nous. J'ai trouvé ça marrant, j'avais envie de le caler dans le DeFi Actu. Un truc moins marrant, c'est autour du memcoin Melania. Bon après, ça vole pas très haut. La team, a priori, serait en train de bouger 1 million de dollars de memcoin Melania. Donc ils ont retiré 1 million de dollars en plus des pools de liquidités de Meteora, donc ça baisse les liquidités, c'est pas foufou pour le token, et la dernière fois qu'ils ont fait ça, a priori, ils ont vendu les tokens Melania sur Jupiter, et ils ont déposé les Solana récupérés sur Mexc, donc il y a de grandes chances que ces autres tokens Melania aient exactement le même destin. Bon après, à quoi on peut s'attendre quand on vient s'exposer au même coin de la femme du président américain? Pas grand chose évidemment. On enchaîne maintenant avec le petit point airdrop, et on a quelques airdrops qui sont tombés ces derniers jours. Bon, rien de très folichon, on a l'airdrop de Sign.
J'ai vu le truc passer, j'avais aussi parlé de la levée de fonds il y a pas si longtemps, ils ont déjà fait leur airdrop, je sais même pas à quoi ça sert Sign, j'ai même pas eu le temps d'aller voir ce que c'était, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, ceux qui l'ont farmé, eh bien n'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible. Pareil, du côté de la blockchain Sui, on a Aedal qui a fait son airdrop ultra décevant. Après, ils ont alloué 5% des tokens pour l'airdrop, donc il fallait pas s'attendre à grand chose. Sur le wallet de la chaîne YouTube, j'ai même pas été éligible. Alors j'ai pas non plus cherché à farmer Aedal, hein. Je suis quasiment sûr que j'ai été exposé à leur token de liquid staking. Mais bon, j'ai pas non plus fait énormément d'activités autour, donc je suis pas étonné pour ma part, mais voilà, c'est un petit peu dommage, hein. Je trouve que l'airdrop était complètement ridicule autour d'Aedal, surtout que récemment sur Sui, on a eu Walrus par exemple, qui était un airdrop très surprenant, même si tout le monde n'a pas été éligible, ils ont pas loué 5% pour l'airdrop, donc c'était quand même plus sympathique déjà. Milky Way, ils ont fait leur airdrop, je sais pas du tout ce que ça a donné, ça a été lancé aujourd'hui au moment où j'enregistre DeFi Actu et hier par rapport au moment où la vidéo sortira. Donc j'ai pas du tout farmé sur l'écosystème Celestia, aucune idée de si c'était intéressant, mais vu que le token Celestia s'est pété la gueule depuis que le protocole Milky Way est apparu, je sais pas si c'était forcément un bon plan à farmer. Ensuite, on a le vesting autour de Sollayer. Oui, pour ceux qui l'ont farmé, ceux qui ont été éligibles, n'oubliez pas que au début, quand l'airdrop a été lancé, il n'y a qu'une partie des tokens qui étaient récupérables et il y en avait, je crois, les 2/3, 70% de l'airdrop qui étaient vestés. Donc pensez de temps en temps à récupérer vos tokens vestés, ou n'oubliez pas en tout cas quand le vesting sera terminé. Ce qui est cool, c'est qu'en plus en ce moment le token s'apprécie. Voilà, Cryptomage qui le partage de temps en temps, c'est bien. Ça permet de se rappeler aussi cet airdrop qu'il faut aller récupérer de temps en temps les tokens qu'on oublie, parce que ça se fait de plus en plus, ça, d'avoir une partie de l'airdrop qui est vestée, qui prend du temps à se débloquer. Et la plupart du temps, c'est des tokens qui se tapent des moins 90%. Pour une fois, on a un token qui est dans le vert, qui se porte plutôt bien, ça fait quand même plaisir. Ah, la grosse actu autour des airdrops, pourtant c'est pas grand chose, hein. C'est une nouvelle page de points qui est apparue sur le testnet d'Hyperliquid, et ça y est, ça a relancé la hype, tout le monde est chaud, tout le monde se tâte pour la saison 2. Alors, personnellement, je vais pas la farmer, hein. Cette saison 2, j'ai déjà pas farmé la saison 1, ou en tout cas pas intentionnellement. C'est pas pour aller farmer la saison 2. On a tous les créateurs de contenu, même les médias mainstream comme Journal du Coin, qui ont déjà balancé leur guide pour aller farmer Hyperliquid, et c'est pas nouveau. Je pense que pour la plupart, ils ont juste ressorti le guide qu'ils ont fait plus tôt dans l'année. Le problème que j'ai avec Hyperliquid, c'est que cette saison 2, déjà quand on regarde le pourcentage de tokens qui reste à distribuer pour des airdrops, je crois que c'est à peu près le même pourcentage qui a été distribué lors de la saison 1. Juste sur ce constat, on peut se dire, bon on peut s'attendre quand même à un autre airdrop très sympathique, vu que c'est le même nombre de tokens et que l'airdrop saison 1 était très sympathique. Un autre truc déjà, c'est que le token a été lancé super bas en termes de prix sur l'airdrop saison 1, et ce qui l'a rendu d'autant plus joli, c'est l'appréciation du token d'Hyperliquid. Voilà, les gens s'en souviennent surtout pour ça. Ça m'étonnerait qu'après la saison 2, le token Hyperliquid s'apprécie tout court. S'il s'apprécie autant que la saison 1, déjà c'est un miracle. S'il s'apprécie tout court, c'est déjà pas mal. Maintenant, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que lors de la saison 1. Rien qu'au niveau de la plateforme de perpétuel, vous avez les statistiques, j'ai même pas besoin de vous l'afficher à l'écran. Voilà, si vous ne me croyez pas, vous allez sur Hyperliquid comme des grands, vous allez dans le petit bouton mort sur l'interface, vous aurez toutes les stats du protocole, ils sont très transparents, c'est super, et vous verrez que avant l'airdrop saison 1, les volumes, les open interest sur Hyperliquid ne sont juste pas comparables avec les chiffres post-airdrop saison 1 et qu'on a depuis début 2025. Il y a juste pas la même concurrence en fait, et j'utiliserai Hyperliquid même s'il y a une saison 2, je vais pas farmer l'airdrop, attention, je continue d'utiliser Hyperliquid quand j'en ai besoin, parce que c'est un bon outil sur la DeFi, pour faire du delta neutre, pour shorter, pour long avec du levier, hein, pour les fous furieux, c'est un outil qui fonctionne très bien. Je vais l'utiliser, parce que ça m'arrive de faire du delta neutre, ça m'arrive de vouloir shorter certains tokens aussi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'utilise Hyperliquid, mais je vais pas farmer la saison 2, parce qu'il y a juste trop de concurrence, et pour moi c'est pas intéressant, je vois pas dans quel monde en fait ça peut être intéressant de claquer des frais sur la saison 2, et en plus de ça, il y a Hyper EVM, et il y a leur blockchain.
il y a le staking de tokens hyper liquides, il y a d'autres trucs qui vont compter probablement dans les critères de cette saison 2. Donc même s'ils allouent tous les tokens qui restent à cette saison 2, ça va être beaucoup plus dilué que la saison 1, et c'est aussi beaucoup plus prévisible, parce que même si c'était déjà très prévisible, la saison 1, les gens ne s'attendaient pas à ce que ça marche aussi bien, et le problème de cette saison 1, c'est que le gars lambda qui farm des airdrops, il est un peu concon, je tire à balles réelles, j'en ai rien à foutre, mais le gars qui farm des airdrops, il est un peu concon, voilà, il voit un post de machin sur Twitter, il lui donne une liste de 10 étapes à faire pour farm un airdrop, il va pas se poser des questions de si c'est intéressant ou pas, il va faire les 10 étapes comme un golemon, et après il va se plaindre de pas avoir eu l'airdrop ou d'avoir eu des cacahuètes. Eh ben, faut réfléchir, on n'a pas tous les mêmes portefeuilles, on cherche pas tous la même chose sur la DeFi, c'est comme ça, c'est la vie. Pour le coup, si je sais pas, si un trader typiquement qui a besoin de faire beaucoup d'ordres, beaucoup de volume, c'est pourquoi pas farmer, utiliser Hyperliquid lors d'une potentielle saison 2 pour farmer un airdrop, mais ouais, je sais pas. À part si on a vraiment un gros besoin d'utiliser du perpétuel, je pense pas que ce soit une bonne idée de farmer la saison 2. Je suis peut-être de mauvaise foi, peut-être, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, c'est pas sur ma chaîne que vous aurez des guides pour savoir comment farmer. De toute façon, je vous ai fait un guide pour savoir comment utiliser Hyperliquid. À partir du moment où vous savez utiliser l'outil, vous savez comment farmer avec. Hein. C'est pas très sorcier, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je passerai complètement à côté de cet airdrop saison 2 et je trouve que j'en ai déjà bien assez parlé. On termine du coup avec le mème du jour, c'est Hit9 Crypto. Il a reposté Mitosis. Voilà, Mitosis, ils ont fait un post en gros pour dire que ça y est, attention, ça continue de cuisiner là, dans la cuisine, on fait des trucs. Et Hit9 qui reposte en disant, voilà, ça fait 2 ans que c'est en train de cuisiner là, il est cuit le poulet, il faut sortir du four. C'est bon, ça suffit. Y a trop de projets comme Mitosis qui traînent comme ça, c'est un enfer. Un autre projet qui me vient à l'esprit, c'est Kinza Finance, mais eux, ils ont annoncé que leur token arrivait. Mais avant que ça arrive, on refait une petite saison 2 de 3 mois, faut pas déconner non plus. Là, Mitosis, y a encore rien de prévu, hein, niveau date. Attendez-vous à ce que ça dure encore peut-être 2-3 ans. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.